Le 19 novembre 1961, au large des côtes de Papouasie-Occidentale, un jeune homme de 23 ans se retrouve seul au milieu de l'océan. Son nom, Michael Rockefeller, héritier d'une des plus grandes fortunes américaines. Son catamaran vient de chavirer et il prend une décision désespérée, nager plus de 10 km pour rejoindre la côte. Mais cette côte n'est pas n'importe laquelle, c'est le territoire des Asmat, un peuple guerrier longtemps associé au rituel de chasse aux têtes et au cannibalisme. Ce jour-là, Michael disparaît à jamais. Alors que lui est-il arrivé? Est-il mort noyé, englouti par la mer, ou bien a-t-il trouvé la terre pour y affronter un destin encore plus terrifiant? Michael Clark Rockefeller, né le 18 mai 1938, était un explorateur et collectionneur d'art américain, membre de la très influente famille Rockefeller. Il était le fils cadet de Nelson A. Rockefeller, alors gouverneur de New York et futur vice-président des États-Unis. C'était également le petit-fils de John D. Rockefeller Jr. et l'arrière-petit-fils du cofondateur de Standard Oil, John D. Rockefeller Sr. En gros, sa famille était en place. Michael avait étudié à la Buckley School et à la Phillips Exeter Academy, avant d'obtenir un baccalauréat avec mention en histoire et en économie de l'université d'Harvard en 1960. Décrit comme un esprit calme et artistique, mais aussi ambitieux et indépendant, il n'avait pas l'intention de gérer l'empire familial. Au lieu de ça, lui, il aspirait à faire quelque chose d'aventureux et d'inédit, cherchant à explorer des frontières au sens réel du terme. Ce qui l'a emmené en Nouvelle-Guinée était sa profonde passion pour l'art tribal, partagée avec son père. Son père venait d'ouvrir le Museum of Primitive Art et avait nommé Michael à son conseil d'administration. Michael souhaitait marquer l'histoire du musée familial en constituant une collection d'art directement à la source auprès des guerriers Asmat. Son objectif principal était de rechercher les œuvres d'art Asmat, en particulier leurs potobis, des sculptures assez complexes, afin de réaliser la plus grande exposition d'art Asmat jamais vue. Il voulait également mener une étude anthropologique détaillée de cette culture. Pour parler un peu plus des Asmat, c'est une tribu du sud-ouest de la Papouasie. Ils sont réputés pour leur art du bois et leurs rites religieux liés à leurs ancêtres. Et autrefois, ils étaient associés à des rituels liés au cannibalisme. Michael, lui, avait déjà participé à une expédition du Peabody Museum de Harvard pour étudier la tribu d'Ani en Nouvelle-Guinée, où il était ingénieur du son pour le film documentaire Dead Bird. Il admirait l'art des Asmat et les considérait comme des personnes intelligentes avec une culture émotionnellement vive et un langage complexe. La région Asmat, située dans le sud-ouest de la Nouvelle-Guinée néerlandaise, était un lieu d'isolement extrême. Jusqu'à environ 50 ans avant les années 2010, il n'y avait ni roues, ni acier, ni fer, ni papier. La région ne comptait qu'une seule piste d'atterrissage et pas de tour cellulaire en dehors d'Agathe, la ville entre guillemets principale. Ils étaient des chasseurs-cueilleurs dont le monde était imprégné d'esprit. La chasse aux têtes et le cannibalisme étaient pratiqués dans certaines régions en 1961. Pour les Asmat, le cannibalisme n'était pas juste une forme de survie, mais faisait partie d'un rituel sacré dans leur culture. Ils croyaient en un monde de dualité extrême où la vie et la mort s'équilibraient, et qu'aucune mort n'était accidentelle mais plutôt l'œuvre d'esprit. Leur art, en particulier les potobij, était directement lié au cycle de la vengeance et à la commémoration des morts. Des pratiques telles que les relations sexuelles entre hommes et la consommation d'urine lors de rites étaient également observées dans certaines zones. Bien qu'ils vivent sur une terre reculée, les Asmat avaient déjà été en contact avec d'autres peuples. Entre occidentaux et tribus locales, les rapports étaient déjà tendus en raison d'une histoire de colonialisme et de tensions. Au début des années 1960, les colonialistes néerlandais occupaient la Papouasie occidentale et tentaient de pacifier entre guillemets la région. Un événement majeur avait fortement influencé le climat de l'époque. C'était la répression de 1958. Le 6 février de cette même année, l'officier colonial néerlandais Max Lapré, avec des troupes, s'est rendu dans les villages d'Oostjanep et d'Omadecep pour confisquer des armes et brûler les maisons et des lieux spirituellement significatifs afin de freiner la violence intertribale selon lui. À Oostjanep, des coups de feu ont été tirés, entraînant la mort de 5 hommes du village, dont 4 chefs de guerre. Pour les Asmat, cet incident fut un événement choquant et inexplicable, et c'est ce qui va rompre leur équilibre, exigeant ainsi une vengeance pour apaiser les esprits des hommes tués. Le gouvernement néerlandais avait pour politique de supprimer les informations sur d'éventuels meurtres commis par des indigènes, craignant l'impact sur la réputation de la Nouvelle-Guinée néerlandaise et la perception de leur incapacité à contrôler la population. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce désir de vengeance contre les hommes blancs sera un élément crucial dans les théories concernant la disparition de Michael Rockefeller. Donc cette fameuse expédition de Michael Rockefeller s'est déroulée en Nouvelle-Guinée néerlandaise, plus précisément dans la région Asmat, au sud-ouest. La région est caractérisée par un vaste marécage plat avec de la boue allant jusqu'aux genoux. Il sont difficile de distinguer l'eau de la terre. Les rivières sont très grandes et on peut trouver des crocodiles de 4 à 5 mètres. Les marées de la mer d'Arafura peuvent atteindre 5 mètres et inondant quotidiennement la côte. Le 17 novembre 1961, Michael Rockefeller, alors âgé de 23 ans, et l'anthropologue néerlandais René Wassing se trouvaient à bord d'un catamaran de 12 mètres de long. Et ils étaient à environ 6 km du rivage quand leur embarcation a chaviré et a été submergée par les vagues. La panne du moteur s'est produite alors qu'ils traversaient l'embouchure de la rivière Betji, un endroit connu pour être turbulent en raison des marées et des contre-courants. Une vague a noyé leur moteur hors bord et le catamaran a commencé à dériver avant de chavirer.
Les 2 guides locaux qui les accompagnaient, Simon et Léon, ont sauté et nagé vers le rivage pour chercher de l'aide. Ils ont atteint la côte après des heures de marche dans la boue et ont informé les habitants de la situation. Quant à Michael et Wassing, eux, ils ont passé une longue nuit accrochés à la coque renversée. Après avoir dérivé pendant un certain temps et après l'aube du 19 novembre, Michael Rockefeller a exprimé son inquiétude de dériver vers la pleine mer à Wassing. Il a alors pris la décision de nager vers le rivage pour chercher de l'aide. Avant de partir, il a dit à Wassing « Je pense que je peux y arriver ». C'est vers 7 à 8 heures du matin le 19 novembre que Michael s'est déshabillé en gardant seulement ses sous-vêtements. Il s'est fabriqué une bouée en attachant 2 jerrycans vides et le réservoir d'essence du bateau à sa ceinture pour s'assurer de flotter. Il a également emporté une boussole et un couteau. Il estimait que la nage jusqu'au rivage serait de 5 à 16 km, ce qui n'est pas rien, surtout à la nage après avoir été épuisé pendant toute une nuit. En fait, vous l'aurez compris, c'est presque impossible. Et c'est pour ça que René Wassing n'a pas nagé, sachant qu'il n'y parviendrait jamais. Wassing a aperçu Michael pour la dernière fois environ 30 minutes après qu'il ait commencé à nager. Michael Rockefeller n'a plus jamais été revu après ça. Quant à Wassing, il a été repéré depuis les airs environ 12 heures après et a pu être secouru le lendemain matin. Dès la disparition de Michael Rockefeller, une vaste opération de recherche a été lancée. Les autorités mobilisées étaient composées de bateaux et d'hélicoptères. De plus, de nombreux villageois Asmat ont participé aux recherches en fouillant les petites rivières. La famille Rockefeller elle-même s'est impliquée de manière significative. Le père de Michael et sa mère ont pris un avion rempli de journalistes et se sont rendus en Nouvelle-Guinée pour aider aux recherches. Mais après 9 jours de recherche intensive, le ministre néerlandais de l'Intérieur a déclaré le 24 novembre « Il n'y a plus aucun espoir de retrouver Michael Rockefeller vivant ». Les recherches ont été officiellement arrêtées 2 semaines plus tard. Au départ, la cause officielle de la disparition de Michael Rockefeller a été attribuée à la noyade, et plusieurs éléments soutiennent cette théorie. Le catamaran s'était renversé à environ 16 km du rivage, et la zone était connue pour ses courants océaniques forts, ses marées élevées et ses eaux turbulentes rendant la nage extrêmement difficile. Et malgré des efforts gigantesques, son corps n'a jamais été retrouvé. Cependant, d'autres théories ont également circulé. La possibilité qu'il ait été attaqué par des animaux marins, tels que des requins ou des crocodiles de mer, a été envisagée. De même pour l'idée qu'il a pu mourir d'épuisement ou d'exposition en raison de la longue distance à nager. Jusque-là, c'était des théories assez plausibles, voire simples. Mais d'autres rumeurs un peu plus sombres ont rapidement surgi. Selon ces rumeurs, Michael Rockefeller aurait pu devenir indigène et se cacher dans la jungle ou avoir été enlevé et maintenu prisonnier. Cependant, l'auteur Karl Hoffman, qui a mené une enquête approfondie, a estimé que ces hypothèses n'avaient pas de sens. Michael était un jeune universitaire riche et aventureux, il aurait voulu partager ses recherches plutôt que d'abandonner sa famille et sa vie. Néanmoins, l'idée qu'il ait pu être intégré à la tribu d'une manière ou d'une autre, que ce soit volontairement ou par le syndrome de Stockholm, est une suggestion avancée dans les discussions en ligne. Pour rappel, le syndrome de Stockholm est un phénomène psychologique qui peut apparaître lorsqu'une personne est séquestrée ou prise en otage. La victime va paradoxalement développer un certain attachement ou même de l'empathie envers son agresseur. D'autres théories sur un éventuel mariage avec une femme de la tribu et la naissance d'un enfant ont également été mentionnées. D'ailleurs, une photo prise en 1969 montrant un homme blanc parmi les membres de la tribu Asmat a alimenté les spéculations selon laquelle il pourrait s'agir de Michael Rockefeller. Cependant, le photographe de cette image n'aurait pas souvenir d'avoir vu un homme blanc, et ces notes suggèrent qu'il s'agissait d'un homme Asmat atteint d'albinisme participant aux festivités. Je vous laisse faire votre propre avis sur cette photo, mais c'est vrai que la ressemblance entre les deux est assez forte. Toujours dans le même thème, des rumeurs apparaissent laissant penser que Michael Rockefeller aurait été tué et mangé par des cannibales. Karl Hoffman, qu'on avait mentionné plus tôt, détaille dans son livre Savage Harvest de nombreux témoignages confirmant cette hypothèse. Dès décembre 1961, soit un mois après sa disparition, le prêtre néerlandais Hubertus von Page a recueilli les témoignages de 4 hommes, 2 d'Ooststanep et 2 de Madesep, qui sont des villages Asmat. Donc là où Michael aurait disparu. Ils auraient affirmé que Michael avait été tué et mangé par les villageois d'Ooststanep. Ils ont décrit comment ils l'avaient trouvé en nageant, l'avaient harponné puis transporté jusqu'à la rivière Javor, où ils l'avaient tué et découpé. Ils ont mentionné le type de sous-vêtements de Michael et le partage de ses restes et effets personnels entre 15 hommes. Un autre missionnaire, Cornelius van Kessel, a également entendu des récits similaires et a écrit un rapport détaillé en décembre 1961, déclarant « Il est certain que Michael Rockefeller a été assassiné et mangé par Ooststanep ». Les autorités néerlandaises ont mené une enquête en 62 avec un officier de patrouille, Wim van de Waal, qui est arrivé à la même conclusion et a même récupéré un crâne sans mâchoire inférieure et avec un trou dans la tempe droite, caractéristique des restes décapités pour consommer le cerveau. Le motif principal avancé pour ce meurtre rituel était la vengeance. Les Asmat d'Ooststanep auraient tué Michael Rockefeller en représailles à l'assassinat de leurs 5 hommes par des soldats coloniaux néerlandais, dont on en avait parlé juste avant. La famille Rockefeller, elle, a longtemps refuté la théorie du cannibalisme, affirmant qu'il n'y avait aucune preuve directe ou concluante de la façon dont Michael est mort, et que toutes les preuves soutenaient la théorie de la noyade. Pour revenir sur les témoignages des Asmat, d'autres arguments remettent en question leur crédibilité. Les Asmat étaient connus pour leur dépendance à la tromperie.
pour prendre l'avantage sur leurs ennemis et pour apaiser les esprits. Certains suggèrent que les villageois auraient pu mentir aux étrangers ou aux anthropologues, leur donnant ce qu'ils voulaient entendre, voire s'amuser avec eux. Il est également possible que le fait de dire qu'ils avaient mangé Michael ait été une stratégie d'intimidation pour dissuader d'autres personnes de s'approcher ou pour faire en sorte qu'on les laisse tranquilles. Le cannibalisme Azmat n'était pas fait au hasard, c'était souvent des rituels et souvent liés à la vengeance. Malgré les investigations approfondies de Carl Hoffman et les nombreux témoignages recueillis, le corps de Michael Rockefeller n'a jamais été retrouvé. L'absence de preuves physiques directes et incontestables demeure un point central du mystère. Le crâne rapporté par Wim van de Waal n'a jamais été officiellement lié à Michael Rockefeller, et les informations à son sujet ont été jugées politiquement sensibles. Le débat persiste donc entre la version officielle de la noyade soutenue par la famille Rockefeller et les récits de meurtres rituels et de cannibalisme. L'histoire de Michael Rockefeller montre à quel point il peut y avoir des chocs et des incompréhensions entre différentes cultures. Son expédition motivée par le désir de collectionner l'art Azmat et de réaliser une étude anthropologique détaillée l'a plongé dans un monde complètement différent du sien. Mais ça, il le savait très bien. L'affaire met également en lumière les limites de l'exploration de l'étude anthropologique, même avec les meilleures intentions. Michael, malgré son respect et sa fascination pour la culture Azmat, avait une connaissance qui restait limitée.